En 2025, si vous aimez le sport, impossible de ne pas entendre parler de football ou de basketball. La NBA et la Ligue des Champions. Messi et Ronaldo contre LeBron James et Steph Curry. Ce sont les deux mastodontes qui dominent les débats à l'échelle mondiale. Sans doute prenant parfois un peu trop d'importance vu la toxicité de certains débats, mais on pourrait se demander si ces deux sports ont un lien pour dominer autant. C'est vrai, tout semble les opposer. Un sport d'intérieur qui se joue avec les mains contre un sport d'extérieur qui se joue avec les pieds. Même la forme du ballon n'est pas la même puisque le ballon de foot n'est pas une sphère parfaite, mais un isocaèdre tronqué. Et pourtant, on s'est demandé si le basket moderne n'influençait pas le football, et inversement. La transdisciplinarité, c'est pas une notion nouvelle. Le fait de s'inspirer d'un autre domaine, en fait, ça existe depuis la nuit des temps, et ça a parfois donné naissance à des chefs-d'œuvre. Comme la Sagrada Familia, inspirée uniquement de formes organiques, sans ligne droite, tout en équilibre naturel. On pourrait en citer d'autres, comme le bec du marin-pêcheur, pour l'inspiration de la forme de ce train japonais. Le velcro inspiré des fruits de Bardane, ou encore le sonar inspiré du système d'écolocalisation des chauves-souris. Mais restons à Barcelone quelques instants, là où l'une des plus grandes œuvres des temps modernes a vu le jour, le FC Barcelone de Pep Guardiola. Une équipe vraiment légendaire, vraiment générationnelle, mais aussi l'une des premières portes d'entrée à notre sujet. La grande réussite du jeu de position de Pep, c'était de former des triangles partout, en permanence, parce que c'est le meilleur moyen de faire avancer le ballon et de faire arriver un joueur lancé. Par contre, si tu arrives à trouver sur des enchaînements un peu en triangle le joueur qui va être dans l'interespace, là oui, là il peut y avoir danger, il peut y avoir progression du jeu. Et ce concept de troisième homme est exactement le même fondement que l'une des équipes NBA les plus, si ce n'est la plus légendaire, avec l'attaque en triangle de Phil Jackson et Michael Jordan aux Chicago Bulls. Le but du jeu de position est de créer un surnombre, d'attirer l'adversaire pour mieux le déséquilibrer, mais en réalité, si ce système est assez rigide en positionnement, il laisse une grande part au read and react à ses joueurs. Les similarités avec le triangle de Jackson sont presque troublantes. Le but est d'avoir des positions très établies, mais pas de circuit de passe préfet. Tout dépend de quand et où se casse la défense. Le bloc équipe se déplace ensemble, mais assez proche pour créer un surnombre. Et dès que la défense offre quelque chose, comme ici Michael Jordan qui est défendu en deny, eh bien on a le contre-move avec un cut backdoor. Et donc, dès qu'on touche un point de pression, ça offre une passe simple grâce au triangle. Alors Guardiola a-t-il copié Jackson et Tex Winter ? Rien n'est moins sûr, mais surtout, retournons dans le présent. Car aujourd'hui, le jeu en triangle n'existe plus. Et tout le monde joue du jeu de position. Et un autre grand principe de Pep Guardiola, il est très simple, c'était de liker toutes les vidéos qui lui plaisaient, et notamment celle du Dreamcast Show, parce que ça aide énormément la chaîne. Et la première chose à dire, c'est sans doute qu'aujourd'hui, les deux sports ne sont malheureusement plus en priorité des sports, mais des business. Le but est de divertir, créer des événements, et le dernier format de la Ligue des Champions est juste un gros plagiat non dissimulé de la NBA. Une saison régulière bien trop longue, des barrages pour repêcher des équipes et créer toujours plus de matchs à enjeu, puis des playoffs selon le tableau de la phase régulière. Mais bonne nouvelle, pour nous, les amoureux du jeu, il n'y a pas que l'administratif qui se ressemble. Aujourd'hui, les deux sports au plus haut niveau sont ultra concurrentiels, les enjeux sont énormes et donc tout est fait pour gagner. Tout est réfléchi, optimisé et donc l'omniprésence de la data est plus que logique. De ce point de vue-là, étant donné qu'un match de basket est découpé en possessions de maximum 24 secondes et que beaucoup de possessions de tir se ressemblent, l'échantillon il est bien plus grand et bien plus facile à appréhender d'un point de vue stat. Et donc, le basket est sans doute un poil en avance comparé au football bien plus chaotique, où c'est compliqué de trouver deux fois la même action dans un même match. La grande révolution du basket, c'est évidemment les 3 points. Pour la rentabilité, mais on le répète souvent et sans doute jamais assez, c'est surtout une révolution spatiale qui a eu lieu en NBA. Le but est de créer le maximum d'espace grâce à des joueurs à forte gravité pour accéder au Saint Graal, la raquette. Et la contre-révolution, on est en train de la vivre actuellement. Elle est défensive et le but, c'est d'abandonner certaines zones pour en favoriser d'autres.
Encore et toujours la raquette parce que grâce à la data, on s'est rendu compte que le panier restait roi, peu importe les circonstances. Évidemment comparé aux mi-distance, mais aussi aux 3 points. Sauf si tu es face à un shooter d'élite, mais ce shooter, c'est peut-être plus l'exception que la règle en réalité. Assez fascinant de voir qu'en un sens, l'évolution récente footballistique va exactement dans ce sens-là. Les zones sensibles ont été identifiées, recherchées par l'attaque et donc bien plus protégées par les défenses. Mais par conséquent, dans la construction, avant d'arriver jusqu'à la surface, souvent ce qui va être important, effectivement, tu parles de la zone 14, je pense que ce serait la zone effectivement qui est sur une défense en place basse, la zone qui est juste avant. C'est la zone du numéro 10, du meneur de jeu, du joueur qui va être dans l'interligne. Ouais. En fait, l'objectif d'une équipe, ça va être souvent, qui veut construire, ça va être de trouver ce joueur dans cette interligne. Parce que si ce joueur il arrive à se retourner, il est face à la défense, là il y a gros danger. Donc c'est une zone stratégique, mais en étant une zone stratégique, c'est une zone très surveillée. C'est pour ça aussi que pour moi, les zones vraiment qui sont cherchées, qui sont importantes, encore plus que cette zone où on va essayer d'avoir en général un numéro 6 chez les équipes adverses qui va défendre, ça va être une zone vraiment d'inter-espace, ça veut dire on est entre le côté et l'axe, on est sur cette zone-là où aux abords de la surface il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup d'appels. Manchester City le faisait très très bien aussi avec Kevin De Bruyne qui va beaucoup faire d'appels en partant de l'axe dans cette zone-là, parce que pourquoi ça provoque une réaction en chaîne. C'est-à-dire que s'il y a un appel, il va y avoir un déplacement, et s'il y a un déplacement, un 6 par exemple qui va suivre un 10 qui va aller dans cette zone, ça va créer de l'espace. Donc stratégiquement, effectivement, moi je considère que l'interligne de manière générale est la zone la plus dangereuse et cherchée. La fameuse zone du numéro 10 de manière classique, mais beaucoup d'évolution quand même. Et c'est là où on va pouvoir trouver des relations techniques fortes. Que ce soit en possession reculée ou avancée, le point de pivot recherché, c'est l'axe, le centre du jeu. Et c'est donc aussi le point où les défenses surchargent le terrain, quitte à délaisser les côtés, bien moins dangereux. L'axe, c'est là où le joueur a le plus d'options de passe et est donc le plus imprévisible. Donc plus dur à défendre, et s'il arrive à se retourner, ta défense est automatiquement cassée. Et pareil, en phase offensive avancée, si un joueur se retourne dans l'axe, c'est directement une occasion car il peut tirer. C'est pour ça qu'en symétrie au basket, où l'on tente avant tout de créer un surnombre défensivement, la phase de construction au football est devenue une question aussi de surcharge. Souvent un latéral vient et rentre dans le milieu de terrain pour créer un 4v3 à l'intérieur et donc créer un homme libre. Un surnombre, un décalage est alors créé. Mais on en revient au spacing du basket également. Le but d'avoir des joueurs à forte gravité au tir, c'est de pouvoir libérer des lignes de drive où les joueurs arrivent lancés. Cela va même plus loin qu'un simple placement désormais, c'est aussi par du mouvement que ça se passe. Les Cleveland Cavaliers, une des meilleures attaques de l'histoire, en sont le parfait exemple. La zone qui stresse le plus la défense, c'est le panier. Donc on va créer un cut au panier pour faire bouger le défenseur en aide. Effacer le surnombre défensif et donc créer de l'espace. Ici, on a Ty Jerome qui vient cutter sur la ligne de fond et ne peut pas être abandonné. Ça libère l'aile et donc ça force Cason Wallace, le joueur qui venait en aide sur Garland, à descendre avec le shooter et ça libère le drive au meneur de jeu. Et c'est un principe assez fort, des cuts dans la zone la plus importante. Cela crée des appels d'air et donc des espaces. Lorsque quelqu'un cut, cela est souvent suivi d'un joueur qui vient prendre l'espace, laisser libre et profiter de l'inattention de la défense. Et c'est ça que Cleveland maîtrise à la perfection. Et en réalité, c'est aussi grâce à ça qu'on comprend la force assez unique d'un Shai ou d'un Jokic qui à eux seuls arrivent à atteindre ces zones clés en étant ultra rentables et donc attirer une pression défensive assez dingue sur eux. Cette notion de spacing, de respacing, être bien placé pour créer des poches d'espace à attaquer, c'est peut-être aussi ça qui fait les très bonnes équipes du foot mondial en 2025. Prenons un exemple, le but du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, à Anfield, lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions. L'exemple est absolument parfait. Si on regarde dans le détail, l'appel de Kvaratskhelia attire Trent car c'est une menace. Il ne faut surtout pas le laisser se retourner. Ça crée donc un espace dans le dos du latéral et Joao Neves le voit et a l'intelligence d'ajuster son appel en attaquant ainsi ce fameux espace. Il est suivi par Szoboszlai et cela crée un vide au milieu pour
que Dembélé décroche et puisse se retourner plein axe. Un appel de balle en a déclenché un second, qui a déclenché le troisième, qui a été fatal puisque c'est là que le décalage s'est créé. Le but de la construction du jeu au foot est donc de réussir à construire un déséquilibre, souvent d'attirer l'adversaire dans sa moitié de terrain pour l'exploiter et exploser rapidement vers l'avant. En Ligue 1, effectivement, on a Luis Enrique, là c'est le top du top européen, mais on va avoir par exemple De Zerbi ou Fonseca. Une chose qu'ils aiment faire effectivement et qu'on retrouve beaucoup dans le football moderne, c'est d'attirer le pressing adverse. Ils veulent relancer proprement. Donc ce qu'ils font, c'est que sur la phase classique, on va dire, je vais te prendre, si tu prends le but de Lyon contre Toulouse le week-end dernier, la phase classique, ça va être donc ressortie de balle où le gardien est désormais un troisième central. Ça veut dire qu'il doit être bon au pied. Et donc on joue avec deux centraux et le central et le gardien qui essaye d'attirer le pressing. Donc on essaye de faire un schéma classique où l'équipe adverse, parce que aussi il y a beaucoup d'équipes qui veulent presser de plus en plus et empêcher de jouer, vient presser. Et donc on va essayer de trouver soit par le latéral, soit par le central le 6, qui lui le 6 s'il est bon dos au jeu, s'il est bon balle au pied, Tyler Morton par exemple, qui vient de Liverpool, va réussir à trouver sur une passe verticale, faire la différence où tu vas trouver en appui soit l'ailier, soit le 10, et là ensuite l'objectif c'est de trouver un triangle. Donc le 6 qui va trouver l'ailier ou le 10 qui va trouver un triangle sur un joueur lancé, parce que l'objectif dans un triangle là aussi c'est de réussir à trouver un joueur lancé pour faire la différence, et une fois que ce joueur est lancé et que le décalage a été fait, étant donné que l'équipe adverse avait pressé, les espaces sont beaucoup plus flagrants. Et c'est peut-être là où on fait le chemin inverse, dans le tunnel, puisque c'est peut-être un point où le football influence le basket. La dangerosité d'un attaquant lancé. Au football, le triangle est le meilleur moyen d'avoir un joueur lancé à pleine vitesse puisqu'il récupère le ballon qu'à la fin de sa course. Et le basket connaît une petite révolution de ce point de vue-là également, avec l'explosion d'un mouvement, la get action. Le principe, c'est le même. On veut faire arriver un joueur lancé, mais finalement le meilleur moyen pour ça, c'est qu'il court sans la balle. Bien plus simple de courir sans qu'elle soit dans vos mains ou dans vos pieds, et donc l'arrière, le joueur qu'on veut lancer, la menace au scoring, va venir récupérer le ballon dans les mains de l'intérieur et il peut filer au panier bien plus simplement, sans avoir à créer le décalage par vous-même. Alors évidemment, l'efficacité de ce mouvement réside aussi dans la qualité de lecture de l'intérieur. Ça nécessite d'avoir des intérieurs bien plus polyvalents, mais l'explosion d'intérieur avec ce profil est peut-être aussi et sans doute due à ce concept. Finalement, la géométrie du terrain de basket, tout comme celle du terrain de football, change de plus en plus. On exploite le moindre petit recoin et donc on joue aussi de plus en plus dans la longueur du terrain. Et c'est là qu'on retrouve un parallèle fascinant entre les deux sports. Dans le football, les entraîneurs comme Ralf Rangnick ont popularisé l'idée qu'une équipe est la plus vulnérable dans les 7 secondes qui suivent la perte de balle. En NBA, les chiffres racontent la même histoire. Une possession en demi-terrain rapporte en moyenne 97 points, 8 par 100 possessions, alors qu'une position en transition monte à 124,6 points par 100 possessions. Autrement dit, on attaque plus vite après la récupération avec plus d'efficacité. Le déséquilibre de l'adversaire, sa réorganisation défensive est encore incomplète, ça crée des fenêtres de tir et c'est les mêmes qu'on retrouve au foot avec un pressing haut qui cherche à exploiter justement les potentielles pertes de balles. Et ce n'est pas un hasard si les deux finalistes NBA font partie des meilleures équipes dans ce registre. Les Pacers et le Thunder ont bâti leur identité sur la vitesse d'exécution, la pression sur le porteur de balle et surtout la capacité à contrôler le ballon. En provoquant des pertes de balles tout en concédant très peu d'actions de ce genre, ils attaquent vite sans s'exposer derrière, une forme de défense de transition préparée dès la phase offensive. Ce principe, fondamental dans le basket moderne, résonne parfaitement avec une approche du football contemporain où chaque attaque s'accompagne déjà d'une pensée défensive. La transition au football, comme en NBA, est une arme létale. Ces attaques rapides sont d'ailleurs une très bonne illustration que, même au basket, on a l'habitude de séquencer le sport possession par possession, le temps ne s'arrête pas tant que le ballon est en jeu. C'est d'empêcher qu'il y ait transition. Et pour empêcher qu'il y ait transition, il faut un contre-pressing, un pressing très fort. Ce qu'on va appeler aussi, même quand tu as le ballon, les coachs ils y pensent, c'est qu'il y a un principe de marquage préventif. Ça veut dire c'est comme si en NBA, tu es en possession, mais en étant dans ta possession, tu penses à l'éventuelle transition. Là, au football, c'est ça en fait. Ça veut dire que les joueurs qui sont
t'es en possession, mais les joueurs qui n'ont pas le ballon et qui sont moins concernés par la possession, notamment les joueurs défensifs, ils vont déjà être sur du marquage préventif en cas de récupération rapide et de passe. Donc c'est tout le nerf de la guerre, c'est le contre-pressing, le marquage préventif et empêcher que le passeur puisse trouver des joueurs de transition. J'ai dit Mbappé, mais ça peut être d'autres. Erling Haaland dans un autre profil qui fait un appel, ça peut être tout aussi dangereux. Cette notion de contre-pressing, voire de rest defense, un marquage préventif afin d'anticiper une potentielle transition est d'ailleurs un pont parfait avec le basketball et la notion de tag-up dont nous avait parlé Guillaume Bizade il y a quelques semaines. La pression sur la balle. La volonté elle est un petit peu inversée dans l'idée de tag-up, c'est-à-dire d'envoyer tout le monde au rebond, c'est d'impacter les joueurs, de les prendre le plus tôt possible pour finalement prendre la transition offensive à sa naissance, lui mettre de la pression dès la cause, au lieu finalement d'être dans une approche un petit peu plus conservatrice et de replier. Mais pour autant, les deux stratégies sont valables. Ce qui fait que l'une marche ou pas, c'est la qualité de ce qui est produit dans l'une et l'autre. Comme nous l'expliquent Yanis et Guillaume, la défense de transition commence en réalité dès la phase offensive et plusieurs approches sont possibles. Le but étant toujours de s'adapter à son propre effectif tout en utilisant les forces et les faiblesses de l'adversaire pour adapter sa stratégie et son plan de jeu. Là où le PSG excelle dans le marquage individuel dès la perte, laissant qu'une fraction de seconde à son adversaire pour trouver des joueurs seuls, les Rockets ou les Grizzlies abordent le rebond offensif de la même manière, en faisant une espèce d'écran de retard, mais aussi pour la transition en allant au contact direct de l'adversaire, ils dissuadent l'opposant de partir seul en transition, sans quoi Houston attaque en surnombre le rebond. En plus de la transition et de tous les sujets déjà évoqués, d'autres parallèles modernes sont possibles entre le foot et le basket. Le premier qui me vient en tête est celui des coups de pied arrêtés. Ce parallèle peut sembler évident, mais il vient en réalité d'une différence fondamentale entre les deux sports. Tandis que le basketteur joue avec ses mains, le footballeur doit se contenter de ses pieds. Néanmoins, lors des situations de coups de pied arrêtés, ou sur les touches, le footballeur retrouve une meilleure maîtrise du ballon, sans pression immédiate, d'où l'optimisation possible de ces situations. Via des analyses de données, des entraîneurs spécialisés dans ce domaine, les clubs ont pu mettre en place des stratégies de jeu arrêtées qui ressemblent drôlement à celles qu'on peut retrouver sur un terrain de basket, parfois même avec des écrans. Là encore, il y a sans doute un trou dans la data au niveau du foot, toutes les équipes ne sont pas encore à la page et il y a donc un avantage concurrentiel monstrueux à exceller dans ce domaine. Guardiola et d'autres entraîneurs l'ont dit que sur les phases arrêtées, ils s'inspirent de ce qui peut être fait en NBA parce que pour le coup, là, tu peux annoncer un système, entre guillemets. Ouais. On a vu parfois des à la limite de la légalité, mais des joueurs sur une espèce d'écran, ce genre de choses. Je pense que là-dessus c'est très intéressant. Il y a une évolution aussi avec l'évolution de la data. De plus en plus d'équipes font attention aux moindres détails, donc les touches, les coups de pied arrêtés, les corners, Arsenal. À un moment, les mecs, je pense qu'il y a un nombre de points gagnés incalculable par Arsenal grâce à ces phases de jeu. C'est très très étudié au point où désormais tu as des spécialistes de coups de pied arrêtés dans la plupart des clubs. Ça crée un poste. En effet, depuis le début de la saison 2023-2024, Arsenal a marqué 36 buts sur corner, là où le second sur cette période est à peine à 21. Les Gunners ont repéré une faille à exploiter en plaçant souvent un homme pour faire écran sur le gardien et le premier homme de la ligne de la défense. Cela permet d'atteindre une zone des 6 mètres presque systématiquement et avec toujours un corner tapé rentrant pour plus de danger. Avec ces mouvements, Arsenal manipule l'espace et force des duels à 50-50, là où Gabriel et Saliba peuvent en profiter et ça fait souvent but. Ces mouvements et ces approches tactiques d'optimisation de certaines zones du terrain nous ramènent encore une fois à notre cher NBA, là où le play call fait toujours partie de ce sport et l'influence est pour le coup irréfutable. Mais pour en finir, prenons un peu de hauteur. En NBA, on a assisté la saison dernière à un retour des line-up avec deux intérieurs. Comme développé dans un podcast sorti cet été, la taille fait de son retour après des années de domination par le small ball et le spacing. Au foot, Baptiste, lui, semble avoir remarqué le retour des grands attaquants. Je pense qu'aujourd'hui, un attaquant, sur beaucoup de styles de jeu, sur beaucoup de styles de relations, effectivement, on va déjà lui demander, au dehors des buts, on va lui demander de se connecter aux autres. Se connecter aux autres quand tu as des défenseurs adverses qui sont de plus en plus athlétiques. Pour exister athlétiquement, je pense que
qu'effectivement il est de plus en plus recommandé d'avoir une taille, d'avoir des qualités athlétiques au-delà de la taille, parce qu'il y a la taille mais il y a les qualités athlétiques, les appuis, la qualité physique, la puissance, le démarrage. Donc pour exister, je pense, face à pas mal de Golgoth, de monstres défensifs, il faut peut-être ces mecs-là, et t'imagines, tu dois jouer contre Virgil van Dijk et Konaté. Pour exister sur le jeu, notamment dos au jeu, parce que souvent un attaquant il va être utilisé, dos au jeu pour trouver un joueur à lancer, pour trouver un troisième homme, pour trouver un mec face au jeu. L'attaquant il doit être capable de la garder, de faire des remises, et donc pour ça effectivement si t'as de la taille ça peut être peut-être plus avantageux. Je pense aussi qu'on cherche un peu des profils entre guillemets freak, ce qu'on connaît en NBA, dans le sens où un mec comme Ekitike par exemple, c'est un mec qui est grand mais qui est agile. Comme Isaac, tu vois. C'est des mecs qui sont grands, qui sont agiles. Un mec comme Haaland, c'est un mec qui est grand, mais qui va très très vite, qui a de la puissance, qui va très très vite. Phénomène qui n'est pas sans rappeler le retour des raquettes donc à 2 intérieurs. Bien que certains d'entre nous pourraient voir cela comme un retour en arrière, il faut encore une fois aller dans le détail. Si les raquettes à 2 intérieurs sont de retour, c'est parce que les grands sont maintenant bien plus polyvalents, bien plus adaptés aux jeux modernes qui leur demandent plus de mobilité, de lecture et de savoir-faire avec et sans ballon. Un Victor Wembanyama est alors une anomalie complète, capable de dribbler, de shooter et même de défendre sur des extérieurs, signe de grande modernité. Au football, cela semble être exactement la même chose. Les freaks sont de plus en plus présents et c'est une évolution logique. Les grands sont de moins en moins restreints et donc de plus en plus souples, agiles et techniques. Et cette capacité technique équivalente, l'intérêt d'avoir un grand est évident. Plus à l'aise dans le jeu de déviation et donc un point d'ancrage pour la construction de jeu. Et la taille est aussi tout simplement un avantage dans les situations de coups de pied arrêtés qui encore une fois nous ramènent au basket, pouvoir dominer dans les airs. Petite notion finalement de spacing vertical et pas seulement horizontal. Tout ça nous montre que, au-delà des différences de surface, le foot et le basket suivent une même logique d'évolution. C'est un jeu de plus en plus rapide, de plus en plus fluide, où chaque action s'enchaîne sur la suivante sans vraiment de temps mort. Le jeu est de plus en plus total, on demande à tout le monde de savoir faire beaucoup de choses. Le gardien doit être un point central de la création de jeu depuis la relance et parfois les pivots portent la balle, peuvent shooter et même défendre sur les extérieurs. On va donc tout droit vers une taille moyenne qui va augmenter encore et encore, même si certains magiciens au centre de gravité les plus bas existeront toujours. Les deux sports apprennent l'un de l'autre. Le foot s'inspire du basket pour les phases arrêtées, sa gestion des espaces et même sa défense de transition. Le basket, lui, regarde le foot pour comprendre préparer une attaque dès la récupération ou anticiper une perte de balle dès la phase offensive. Et si les deux univers semblent parfois bien éloignés, ils partagent en réalité une même obsession, créer l'avantage avant l'adversaire. Que ce soit par le pressing, la transition ou bien la polyvalence des joueurs, on cherche toujours à dominer le temps et l'espace, les deux vraies ressources du sport moderne. Tout n'est pas aussi scripté, mais tout est de plus en plus optimisé pour laisser la décision finale à la crème de la crème. Alors oui, que ce soit un tag-up au basket ou un marquage préventif au foot, un écran sur un corner ou une relance rapide, tout finit par raconter la même chose. Le jeu devient de plus en plus interconnecté, plus intelligent et surtout plus proche qu'on ne l'imagine.